Voilà. Bon, le but, on est toujours dans le thème de l'eau et son importance sur la planète. Et l'objectif de ce TP, c'est de comprendre la formation des courants marins et leur importance dans la régulation du climat. Il y a tout un tas de théories qui ont été imaginées sur qu'est-ce qui pourrait se passer si on n'avait plus ce courant marin, notamment en France, qu'on appelle le Gulf Stream. Donc là, le but là de la première activité, c'est d'arriver à dire quelle est l'influence du Gulf Stream sur le climat chez nous, et puis qu'est-ce qui se passerait s'il venait à s'annuler. Vous avez un premier schéma ici qui montre un petit peu les courants principaux des marins, océaniques sur la planète. Vous avez l'océan Atlantique, Pacifique, l'océan Indien, et puis tout ce qui est en rouge, ce sont les eaux chaudes, les courants chauds, qui sont donc en surface, puisque c'est chaud, et que une eau chaude, on le verra dans les petits TP, mais une eau chaude, elle est moins dense, donc elle est en surface. Et puis, cette eau, elle est un petit peu moins salée, normalement, en théorie. Et puis, en rouge, les courants de profondeur, qui eux sont des courants froids, et puis plus salés. Puis les régions, si on parle uniquement du Gulf Stream sur ce premier document, les régions qui sont affectées par le Gulf Stream sont la côte est du Groenland et puis la côte, qu'est-ce que je dis? Oui, l'est, et la côte ouest de l'Europe. Et donc on verra en conclusion que sans ce courant-là, on voit le courant chaud qui est ici, qui arrive vers nos côtes. Sans ce courant, paradoxalement, on pourrait avoir des hivers bien plus rigoureux que ceux qu'on a. Alors, les autres documents sont l'étendue des glaces en hiver. Alors surtout en hiver pour l'hémisphère nord, hein, on voit que les glaces recouvrent en l'essentiel quasiment tout le Groenland qui est ici. Bon, après ça fluctue d'une année sur l'autre et puis ça se réduit comme peau de chagrin. De plus en plus, avec le réchauffement climatique, on a de moins en moins de glace sur ces pôles-là. Et puis le dernier document qui était proposé, c'était un document qui montre un petit peu les différentes températures moyennes des océans à la surface du globe. Et on voit bien sur ce document que la... Ouf, pourquoi je suis arrivé là? Ouais. Que les températures des océans les plus élevées sont, sont celles qui sont situées vers l'équateur. Hein. Donc on voit des températures qui sont vers les 30 degrés là, tout le long de l'équateur. Et les températures les plus froides, mais c'est pas une surprise, sont celles qui sont vers les pôles, pôle nord et pôle sud. Hein. C'est normal. Alors pourquoi est-ce que, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement les températures qui restent à l'équateur comme ça, chaudes et puis froides ici? Pourquoi s'il y a des courants qui se forment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans la première partie, après avoir lu tous les documents, il fallait mener des petites expériences. Si je prends les questions qui étaient posées dans l'ordre, hein, avec un bécher, trois béchers, on a de l'eau chaude qui est rouge avec un colorant rouge, de l'eau froide avec un colorant bleu qu'on mettra avec un colorant bleu, des pipettes, des comptes-gouttes en fait. On a des glaçons, de l'eau distillée, du sel aussi. Avec tout ça, il va falloir qu'on essaye d'inventer des petites expériences. Alors, le rôle de la température des eaux avec le matériel élève proposer deux expériences simples permettant de comparer les densités des eaux chaudes et froides. Donc il s'agit de comparer une eau chaude et une eau froide par rapport à de l'eau à température ambiante. Donc, et puis schématiser les deux expériences, noter les observations. Alors je vous avais mis une petite vidéo. Moi, je vais vous mettre l'expérience que j'ai imaginée, que je fais habituellement. Alors je l'ai pas filmé, hein, mais pour prouver déjà que l'eau chaude, elle n'a pas la même densité que l'eau à température ambiante. Avec le compte-gouttes, on met un colorant et de l'eau chaude rouge dans ce compte-gouttes. Et puis, on met dans un bécher de l'eau, ici, de l'eau à température ambiante, ici. Donc j'ai de l'eau normale, à température ambiante. Et puis lorsque j'évacue l'eau chaude et rouge avec cette pipette,
Alors j'ai pas pu filmer ça, mais c'est assez facile à faire, hein. On constate que cette eau elle remonte à la surface. Donc l'eau est chaude ici, et donc rouge pour l'identifier, bah, elle remonte à la surface. Donc on voit bien quand on fait ça. Alors il faut verser l'eau au fond avec ce compte-gouttes, hein, pour bien constater qu'elle remonte à la surface. Il faut verser quelques gouttes à la surface parce que sinon on pourrait se dire bah ça reste à la surface puisque je l'ai mis à la surface. Et l'eau chaude reste au niveau de la surface, donc elle remonte au niveau de la surface, donc l'eau chaude est moins dense que l'eau distillée à température ambiante. Maintenant la même expérience mais avec de l'eau froide. Donc je fais la même chose, mais ici je mets de l'eau froide dans la pipette, enfin pas la pipette, le compte-gouttes, hein. Ici je mets de l'eau froide. Et pour l'identifier, bah, je mets un colorant bleu dedans. Pareil, j'ai toujours de l'eau à température ambiante ici. Sauf que cette fois-ci, au lieu de verser, comme j'avais fait, l'eau chaude au fond, je vais verser l'eau froide en surface. Donc l'eau froide, c'est de l'eau à, je sais pas moi, vers environ 0 degré, hein, ou quelques degrés. Ben, cette eau, on constate qu'elle plonge, une fois que je l'ai mis, elle plonge au fond. Et l'essentiel de l'eau bleue et froide, qu'on laisse pas fonctionner trop longtemps et que les températures s'équilibrent pas, ben elle va rester au fond. Donc l'eau froide est plus dense que l'eau chaude. Alors je vous épargne tout le détail des protocoles expérimentaux. De toute façon cette vidéo je vous la mets en lien, hein. Mais j'ai mis le détail du protocole expérimental à chaque fois. Tout ça c'est très compliqué à comprendre. Je regarde juste, j'ai entendu des connexions. Bah, bonjour Hamza, que j'avais pas vu encore. Je continue. Ça, c'est des expériences toutes bêtes pour prouver que l'eau chaude, c'est ce qu'il y a de moins dense, l'eau froide, c'est ce qu'il y a de plus dense, et l'eau à température ambiante, elle est intermédiaire. Maintenant, dans un deuxième temps, donc, vous savez comme en science, on cherche toujours à modifier qu'un seul paramètre à la fois. Donc dans un deuxième temps, on va agir sur la salinité de l'eau et pas sur la température. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe quand il y a de l'eau qui est très salée ou quand il y a de l'eau qui est pas salée. Et on va voir l'influence que ça a sur la position de cette eau. Donc il fallait proposer une expérience simple permettant de montrer que plus l'eau est salée et plus ça change la densité de l'eau. Bon, bah, c'est exactement comme tout à l'heure, hein. On remplit un bécher d'eau à température ambiante, donc là j'ai de l'eau douce, ici, c'est de l'eau pas salée, qui est à température normale, hein. Donc là j'ai une température, je sais pas, je vais dire à 20 degrés, pour cette eau douce, et je prends de l'eau salée que je mets ici, ça c'est de l'eau salée, et cette eau salée par contre je la maintiens aussi à la même température que l'eau du dessous, donc à 20 degrés, température ambiante. Je mets un colorant bleu pour identifier où se trouve cette eau salée quand je vais la verser dans le mélange. Et on constate, c'est pas très difficile à comprendre, que cette eau salée, elle plonge au fond. Autrement dit, ce que j'ai mis en caractère gras, l'eau salée est plus dense que l'eau distillée. Après, je peux pas faire de l'eau à l'opposé de l'eau salée, hein, c'est de l'eau douce. Je pourrais faire la même expérience avec de l'eau salée ici et puis de l'eau douce en rouge, je verrais, mais ça sert à rien que ça c'est déjà fait ici. L'eau qui est douce, elle est plus légère que l'eau salée, donc l'eau douce est en haut et l'eau salée plonge. Alors pourquoi les eaux de surface de l'Antarctique sont-elles très salées? Alors ça, il fallait exploiter les documents, mais il faut imaginer que la glace qui se forme, alors je prends en coupe les eaux qui sont ici vers le pôle Nord, hein, les eaux qui sont ici, en hiver notamment, une partie de l'eau va geler. Donc ça va former des glaces ici. Sauf que dans la glace, il y a très peu de sel qui est piégé. Donc ce qui fait que l'essentiel, une bonne partie de l'eau qui arrive vers ces pôles, et qui est transformée sous forme solide, va être retirée de l'eau, mais le sel, lui, va rester. Ce qui fait que je vais avoir une eau qui va avoir une concentration en sel
bien plus importante au pôle parce qu'une partie de l'eau qu'il y avait dans le sel a été congelée. Donc ça va concentrer les eaux en sel au niveau des pôles. Donc c'est ce que j'ai mis ici, la glace ne piège pas le sel lorsque l'eau se solidifie. Donc ça augmente la concentration en sel au niveau des pôles. Mais pour ça, il faut que l'eau elle se solidifie, donc il faut des hivers suffisamment rigoureux. Et pourquoi les eaux froides et salées de l'Atlantique Nord plongent-elles en profondeur? Grâce aux deux expériences précédentes. Une eau froide, elle est plus lourde, donc elle va en bas. Et en plus, quand elle est salée, elle est plus lourde aussi, donc elle va en bas. Donc si je cumule les deux phénomènes, froide et salée, ça va vraiment en bas, là, pour le coup. Donc elles sont plus denses que les eaux chaudes de surface, donc forcément elles vont plonger. Ce qui signifie que, si j'imagine ici ce qui se passe à ce niveau-là, bien, au fur et à mesure que l'eau se congèle, enfin se durcit, se solidifie, et que la salinité augmente, et ben j'ai cette eau qui est froide et salée qui va plonger ici. Alors faut bien penser, ça c'est un principe important de la physique, hein, dès que j'ai un mouvement de matière comme ça vers le bas, il faut que ce soit remplacé par autre chose. Hein. Ce qui a plongé, il faut que ce soit remplacé par autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau à la surface qui va venir combler le vide, puisque l'eau est venue descendre. Et c'est ça qui va générer une espèce de tapis roulant, donc un courant marin. Les régions polaires, alors, les eaux sont plus... Donc, ouais, effectivement, ici on a de l'eau qui est froide vers les pôles ici et qui plonge sous les océans. Et en plongeant, comme c'est remplacé par ce qu'il y a à la surface, ça va générer des courants. Donc là, c'est les eaux froides hein, qui circulent au fond des océans et qui vont venir être remplacées par des eaux chaudes qui sont en bleu clair ici et qui vont arriver par-dessus. Alors, maintenant, comment synthétiser ces courants qu'on vient de voir sur la vidéo, qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc thermohaline, il y a deux termes. Il y a terme donc qui veut dire qui est lié à la température. Donc est-ce que c'est chaud ou pas? Et haline, c'est peut-être un peu moins facile à sentir, mais ça c'est lié au sel, la quantité de sel qu'il y a. On a dit que quand c'était froid et salé, ça plonge. Alors, une expérience que je mène en cours, mais vous l'avez vu en vidéo, le lien vidéo était sur le document. On met dans une cuvette de l'eau chaude et puis de l'eau douce colorée en rouge, et puis de l'autre côté, de l'eau froide colorée en verte, et cette eau elle est salée, colorée en bleu, pardon. Et puis ces deux eaux, ces deux flacons sont reliés par deux tubes, donc ça est relié comme ça. Alors quand on met en fonctionnement ce système, on voit bien sur la vidéo que l'eau qui est chaude et rouge, elle va, comme elle est plus légère, elle va passer par là-haut. L'eau froide et salée va passer par en bas. Je vous demande 2 minutes parce que j'ai une livraison, je vais répondre au téléphone. Allô? Oui, D'accord, ok. Je l'ai dit à ma femme. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la viande. Si on a dans 2 minutes. Prends le carton qui est là-bas. Avec tes là. Excusez-moi, c'est de nouveau là. Bonjour Léa, je n'avais pas vu que tu étais là. Et puis, ouais. Ok, je continue. J'en étais donc à cette explication-là. Donc l'eau chaude et rouge va, comme elle est moins dense, elle va arriver par en haut, elle va remplir ce flacon de droite en haut. L'eau froide qui est plus dense, elle va venir par ici. Ce qui fait qu'à l'état intermédiaire, j'ai un petit peu de cette eau froide là qui va venir se concentrer en bas, et puis un petit peu de cette eau chaude qui passe par le canal du haut, qui va venir se concentrer en haut. Donc l'eau chaude qui arrive par là, elle va monter, hein, comme on l'a vu dans l'expérience précédente. Et si je laisse fonctionner longtemps ce système, progressivement, je vais atteindre un équilibre. Si j'avais un seul et même flacon où toute l'eau chaude elle est à la surface et toute l'eau froide elle est en dessous. Et donc là, ça fait, on voit bien un courant qui se crée.
Donc l'eau bleue plus dense, alors si on veut rédiger tout ça, hein, circule par en bas, alors que l'eau rouge, l'eau bleue salée et froide, hein, plus dense, circule par en bas, alors que l'eau rouge circule par le haut. La zone polaire est modélisée par une eau froide et salée, colorée en bleu, et la zone de l'équateur, donc la zone chaude, hein, par une eau chaude colorée en rouge. On observe des courants entre les deux bouteilles. L'eau froide et salée, plus dense que l'eau chaude, occupe le bas des deux bouteilles, alors que l'eau chaude, moins dense, reste en surface. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre non plus. Alors maintenant, tout ça, c'est des modélisations, c'est des petites expériences. Maintenant, à l'échelle de la planète, il y a un courant qui est très très important et qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est ce Gulf Stream, et qui est expliqué par ce phénomène-là. Donc, qu'est-ce que le Gulf Stream? C'est un courant, c'est expliqué dans le document, d'eau chaude de surface, qui prend sa source dans le golfe du Mexique et se déplace vers l'Europe. Donc, si je reprends un des premiers documents là, qui était affiché, ici, vous avez le Gulf Stream, il est ici. Hein. Donc, la source chaude, elle est ici vers le Mexique, par ici. Ça progresse ici vers notre continent, à nous. Et puis là, cette eau qui devient plus salée, parce que elle se refroidit et puis elle gèle, alors que le sel non, elle va plonger. Elle va plonger dans les profondeurs et ça va former un courant de profondeur ici. C'est ça le Gulf Stream. Donc il était de toute façon expliqué dans le document. J'ai repris une partie du document. Maintenant, si je regarde la carte, Montréal, en Amérique du Nord, et Bordeaux sont exactement sur la même latitude. Donc, je rappelle, la latitude, c'est la position verticale sur le globe terrestre. Si je reprends cette carte-là, je regarde Montréal qui doit être par ici, pour faire simple, et Bordeaux qui doit être par ici. Ils sont à la même latitude, c'est-à-dire que si je trace une droite qui relie ces deux villes, c'est une droite horizontale sur le globe. Hein. Donc c'est la même latitude. Donc on pourrait se dire, étant donné que plus je suis vers les pôles, plus il fait froid, et plus je suis vers l'équateur, qui est à peu près par ici, l'équateur, plus il fait chaud, on pourrait penser que normalement le climat de Bordeaux, ça doit être le même que Montréal. Or vous le savez sans doute, à Montréal, sur le Saint-Laurent, l'hiver, on peut plus circuler à bateau. Saint-Laurent, c'est un fleuve très salé, hein, c'est presque de l'eau de mer, ça gèle quand même. Les gens font des patins à glace dessus, donc il fait très froid, il fait même des moins 20, moins 30 l'hiver, de façon régulière, hein, pendant une bonne partie de l'hiver à Montréal. Et nous, on connaît pas ça du tout à Bordeaux. À Bordeaux, même, il gèle quasiment jamais. Alors comment expliquer ça? C'est le Gulf Stream qui l'explique. Hein. Donc, comment expliquer cette différence de température? C'est le transfert de chaleur grâce au Gulf Stream. On voit bien que le Gulf Stream, ce courant d'océan, il nous ramène de l'eau chaude en surface sur notre continent. Et du coup, cette eau chaude réchauffe l'atmosphère à la surface, et donc ce qui fait qu'on a des hivers si rigoureux qu'à Montréal. Quelle pourrait être la conséquence de la disparition du Gulf Stream? En imaginant que cette machine, cette mécanique qu'on obtient grâce au fait qu'il fait suffisamment froid pour que l'eau qui arrive au pôle gèle, si cette mécanique s'arrête, c'est-à-dire que le réchauffement climatique il est tel que j'ai plus ce phénomène-là, je casse le courant marin, je casse le tapis roulant, et donc j'ai plus de Gulf Stream. Donc paradoxalement, un scénario, on ne sait pas si ça serait vraiment comme ça que ça se passerait, mais on pourrait imaginer qu'on ait des hivers nettement plus froids en Europe que ce qu'on a actuellement, parce qu'on n'aurait plus l'apport de chaleur dû au Gulf Stream. Bien, ça c'était pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Alors, je regarde. Ok, j'ai juste des bonjours. Est-ce que vous avez des questions particulières? Questions? Dans ce cas, non. Ok, c'est pas très très compliqué cette première partie. Maintenant, sur la deuxième partie, on va passer à des choses un peu plus calculatoires. C'est le rôle de l'océan dans la régulation du climat, mais de façon chimique, avec des calculs. On va chercher à
savoir un petit peu quelle est l'influence du pH, du CO2, etc. et qu'est-ce qui se passe dans les océans. Alors, le document propose de comprendre que le fait qu'on ait des activités où on utilise énormément de ressources énergétiques qui sont des ressources fossiles, la concentration dans l'atmosphère en dioxyde de carbone, vous le savez bien, elle augmente. Donc une grande partie de cette, heureusement pour nous, de ce CO2 qui est dans l'atmosphère, va pouvoir se dissoudre dans l'océan. Heureusement pour nous, sinon on aurait un effet de serre bien plus important que celui qu'on a déjà, qui est déjà trop important actuellement. Donc il y a une grande partie de ce dioxyde de carbone qui se dissout dans l'océan. Mais au contact de l'eau, vous le savez, il y a des réactions chimiques acido-basiques. CO2 auquel j'associe une molécule d'eau dans l'eau, c'est l'oxydant, c'est l'acide d'un couple acide-base. Donc ce couple-là va réagir avec l'eau. C'est des réactions chimiques, vous avez vu en tronc commun. Un acide plus l'eau, ça donne la base conjuguée de cette espèce chimique-là, plus H3O+. Alors, les deux molécules d'eau, celle qui est ici plus celle qui est ici, ont été regroupées ensemble là. Donc ça, c'est la première réaction qui se produit dans l'eau, lorsque le CO2 est dissous dans l'eau. Ça se produit avec deux molécules d'eau, on obtient du HCO3- plus H3O+. Mais ce HCO3- est encore un acide, lui également, il peut encore céder un H+. Du coup, il réagit à nouveau avec l'eau, selon la réaction suivante. CO3- plus H2O donne CO3- plus H3O+. Ces deux réactions sont dictées par deux constantes d'équilibre, le Ka1 du premier couple et le Ka2 du deuxième, avec les formules qui sont rappelées ici et leurs valeurs. Dans le document 2, on a, en fonction du pH, la proportion des différentes espèces chimiques qui sont présentes, le CO2 dissous, le HCO3- et le CO3- Ici, on ne parle pas de H3O+, puisque il n'est pas dans ces couples-là concernant ces espèces chimiques. On aurait pu le rajouter, mais il aurait augmenté de plus en plus en fonction du... il aurait diminué par rapport à l'évolution du pH. Ensuite, le carbone inorganique contenu dans les océans est mesuré grâce à la grandeur carbone inorganique dissous, exprimé en mol par litre et défini de la façon suivante. En fait, on additionne toutes les concentrations qui contiennent du carbone. Enfin, document 4, la pression partielle en dioxyde de carbone de l'eau des océans est reliée à une concentration en dioxyde de carbone dissous. Donc la concentration de CO2 qui est dissous dans les océans, elle est égale à un coefficient fois la pression en CO2 qui est au-dessus de l'océan. Et lorsque le flux de dioxyde de carbone entre l'atmosphère et l'océan est à l'équilibre, la pression de CO2 dans l'atmosphère correspond à la pression de CO2 dans l'océan. Et elle vaut 3,8 fois 10 puissance moins 4 bar. Tout ça, c'est des données qu'on va devoir utiliser en fur et à mesure des questions. Et puis on nous explique l'effet de serre, je viens pas dessus, mais vous avez des espèces chimiques dans l'atmosphère qui vont jouer le rôle de couverture qui retient les infrarouges. Les infrarouges, le rayonnement infrarouge émis par la Terre, et comme ça retient l'infrarouge, ça réchauffe, ça garde la chaleur en quelque sorte, ça garde le rayonnement, donc ça réchauffe la Terre. Heureusement pour nous, sinon sur Terre il régnerait une température moyenne de moins 15 degrés à peu près. Et grâce à cet effet de serre, il règne plutôt une température moyenne de 15 degrés environ, 10 ou 15 degrés. Mais si on a trop, la température moyenne va être trop élevée et on va complètement modifier les climats. Bon, et puis les puits de carbone, ce sont les zones dans les océans où on a énormément de carbone qui est dissous dans l'océan. Donc on voit ici que la quantité de CO2 la plus importante est au niveau des équateurs, et puis qu'ici on a des zones où on a très peu de CO2. Le flux de CO2. Ok. Et on voit les questions. Donc le pH de l'océan, il est d'environ 8 en moyenne. Déterminez graphiquement les pourcentages des différentes espèces chimiques du système carbonate. Donc je vais reprendre ici. Ah, j'ai mal fait ma correction. Je vais reprendre ce graphique-là. Je fais un pH 8. Je remonte et je mesure les quantités de matière des différentes courbes. Donc, le CO2,
lecture graphique, on trouve 1% de CO2. Donc là, effectivement, je suis à ici 1% de CO2. Là, je vais avoir à peu près 9% de CO3 de moins. Et ici, plus loin de 90% de HCO3-. Voilà ce qu'il fallait dire. Et donc l'espèce majoritaire, bah, c'est bien HCO3-. Après, il fallait calculer la concentration en dioxyde de carbone dissous dans l'océan à l'équilibre. Je prenais le document 4, j'applique la formule bêtement avec les données qui me sont indiquées. Alpha fois la pression de l'océan, tout était donné. Donc je trouve 1,07 10-5 mol par litre. Enfin, calculer la valeur de cette quantité de carbone globale dissous dans l'océan. Donc il faut additionner les concentrations de toutes les espèces chimiques qui contiennent du carbone. Donc j'ai HCO3- qui contient du carbone, j'ai CO2 qui contient du carbone, et puis j'ai CO3- qui contient du carbone. Il faut que j'additionne toutes ces concentrations. Alors je connais déjà une première concentration d'après la question 2. Je connais celle qui est en CO2. CO2 dissous. Elle vaut 1,07 10-5 mol. Maintenant, il s'agit de calculer celle qui est la concentration HCO3-. Avec cette relation-là, je connais tous les paramètres, puisque HCO3 c'est 10 puissance moins pH. CO2, je l'ai calculé précédemment. Le Ka1, il est donné. Donc, je peux calculer HCO3-. Pareil ici, une fois que j'aurai calculé HCO3-, que je pourrai le mettre dans cette expression-là, j'aurai plus qu'une seule inconnue, c'est CO3-. Il y a quelques calculs à faire un petit peu long, hein, mais là, il faut que j'extrais HCO3- de cette expression. Donc, CO2 va passer de ce côté en haut. Et puis HCO3-, H3O+, va passer de ce côté, mais dessous. Donc je vais me retrouver avec H3O+ en bas et CO2 de l'océan en haut. Je fais l'application numérique et j'obtiens 1,48 10-3 mol par litre pour l'ion HCO3-. Dernière opération à faire, c'est calculer CO3-. Donc CO3-, ça va être égal à Ka2 fois HCO3- divisé par H3O+. Et puis je fais l'application numérique. Donc je rappelle que ça, je le passe de ce côté, il passe en haut. H3O+, comme tout à l'heure, je le passe de l'autre côté, il passe en dessous. Je me retrouve avec cette formule ici. Je fais l'application numérique. Après, j'ai plus qu'à rajouter les trois valeurs que j'entoure ici pour obtenir la quantité totale de carbone. Je tombe sur 1,66 10-3 mol par litre. Enfin, les trois dernières questions. Quelles sont les principales zones des océans qui se comportent comme des puits de carbone? Je regarde la carte et je regarde là où il y a des puits de carbone. Donc celles qui se comportent comme des puits de carbone sont les zones comprises entre, allez, je dis vers l'équateur, mais entre 40 et 60 degrés nord et sud. C'est-à-dire que c'est la zone où le flux de CO2 est nettement négatif. Quand je regarde ici, si le flux ici est nettement négatif, ça veut dire que j'ai plus de CO2 qui rentre dans l'océan que de CO2 qui sort de l'océan. Vous avez dû voir en les transferts thermiques, quand on parle de flux, c'est le rythme auquel les choses sont transférées d'une zone à une autre. C'est ça un flux, le flux de chaleur, hein, c'est à quel rythme ça rentre ou ça sort. Un flux négatif, ça veut dire que par rapport, ça dépend par rapport à quel système on se place, mais ça veut dire qu'ici, en l'occurrence, ça rentre. Les flux positifs, le CO2 il ressort. Donc les puits de carbone sont les zones où on absorbe le carbone. Hein. Ces zones-là. Donc c'est contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est les zones qui sont assez hautes en latitude. Expliquer comment les océans participent à la régulation du climat. Alors il y a peut-être une question, non? Je regarde. Non, il n'y a pas de question. Je termine. Donc comment les océans participent à la régulation du climat? Alors on a dit qu'il y avait les courants. Mais si je parle de ces parties-là avec le CO2, comme l'océan est capable d'absorber une bonne partie du CO2 qui est émis par tous nos gaz des machines qu'on utilise,
ben, ça va limiter quand même l'effet de serre. Hein. Donc l'activité produit beaucoup de CO2, gaz à effet de serre, ça veut dire que c'est un gaz à effet de serre. Mais grâce à l'océan, qui est capable d'absorber une bonne partie de ce CO2 dans les puits de carbone, c'est environ 30% d'après le texte, hein, du CO2 qu'on émet, ça nous maintient un CO2 dans l'atmosphère qui est moins important que ce qu'il devrait être. Pourtant, il est déjà hyper important, hein, qui limite un petit peu l'effet de serre. Donc, ça permet la régulation du climat, heureusement. Mais c'est de moins en moins suffisant. Et peut-être l'effet d'une augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère sur le pH de l'océan. Donc si je reprends toutes les formules précédentes qui sont ici, là, enfin ces équations ici, je vais annuler. Si j'augmente la quantité de CO2 ici, j'augmente cette concentration-là, comme cette réaction elle se produit, c'est un équilibre. Hein. Si j'augmente le CO2, bah, ça veut dire que je vais faire plus de cette réaction-là. Je vais donc augmenter la quantité de H3O+, par cette réaction-là. Mais comme je veux aussi augmenter le HCO3-, eh ben, je vais fabriquer encore cette deuxième réaction également, et donc je vais fabriquer aussi encore plus de H3+. Grosso modo, l'augmentation de CO2 dans l'océan va avoir comme conséquence une augmentation globale des H3O+, dans l'océan. Autrement dit, un pH qui diminue. Je rappelle que plus il y a de H3O+, plus c'est acide, donc plus le pH est bas. Donc voilà ce qu'il fallait conclure ici. Les équipes du système des carbonates montrent que si la concentration en CO2 augmente, les trois équilibres sont déplacés dans le sens direct, c'est ce que je disais, ça réagit dans le sens de la gauche vers la droite, donc une augmentation du H3O+, et donc une diminution du pH des océans. Ça acidifie les océans. Alors ça pourrait perturber la vie dans les océans, qui pas forcément, les poissons, les plantes sont peut-être pas forcément adaptés à un pH trop bas. Le pH il est de 8, si ça passe en dessous de 7, je sais pas quelles conséquences ça peut avoir. On sait déjà sur les coraux par exemple que il y en a beaucoup qui sont en train de mourir. Le corail, qui était une espèce vivante, hein, semi-animale et semi-végétale, bah, elles périssent à cause d'une chaleur trop élevée et puis d'un pH qui n'est plus le bon. Bon, je vais m'arrêter là pour